Salut à tous, j'espère que vous allez bien ce magnifique week-end. C'est l'occasion pour le Barça de prendre un peu plus de points d'avance. Le Real qui va jouer contre Alaves cet après-midi. Je sais pas si je sortirai ma vidéo avant le match ou après. Suspense. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça qui a gagné donc hier contre Leganés, c'était pas un match magnifique. Franchement, la plupart des supporters, on peut dire qu'ils se sont plutôt ennuyés, qu'ils n'ont pas forcément pris de plaisir. Maintenant, il faut pas non plus en attendre trop de cette équipe. On n'est pas des machines, les gars. Ils ne sont pas des machines. Il va arriver des moments comme ça. C'est déjà arrivé dans la saison où il y avait des plus petits scores, des matchs un petit peu plus accrochés, embêtants, ennuyants. Mais ça peut arriver dans une saison qui est longue. Vous savez, les saisons sont très longues. Il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent tous les 3-4 jours. Donc, qu'il y ait des matchs comme ça de temps en temps où c'est un peu plus... on a un Barça un peu moins foufou et une équipe en face en plus qui perd du temps, qui joue pas au foot et tout ça, c'est pas une catastrophe. Loin de là. Loin de là. On sort d'un match contre Dortmund, on les a complètement éclatés et tout ça. On a vécu un bon moment. Donc, on peut pas gagner des 4 ou 5-0 à tous les matchs, les gars. Même si, c'est ce qu'on espère évidemment, mais bon voilà. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions. Il y a quelques questions sur Discord et pas mal de questions sur Instagram comme d'habitude. Je vais commencer un peu par Discord parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et puis voilà. On commence avec Grenat. Bleu Grenat, qui dit: est-ce qu'il y a de réels enseignements à tirer de ce match? Bof, non. Non, il n'y a pas forcément d'enseignements à tirer de ce match en soi. Franchement, je vois pas trop quelle leçon on peut tirer de ce match, si ce n'est certaines gestions de joueurs peut-être, ou que les joueurs gèrent leurs efforts autrement, tu vois. Ce que j'ai dit hier dans le débrief, je pense que les joueurs auraient dû peut-être à la limite plus se donner à fond au début, histoire de marquer rapidement et justement se mettre dans un confort assez rapidement, tu vois. Plutôt que d'attendre et de se retrouver dans un match où au final, à tout moment, on aurait pu perdre ce match, on aurait pu faire match nul. Il y a eu un gros sauvetage d'Inigo Martinez, on l'oublie pas, hein. Un gros sauvetage de Rafinha aussi un peu à mi-temps. Donc on s'est un petit peu compliqué peut-être la tâche tout seul en voulant trop gérer ce match peut-être. Ensuite il y a Weiss Nier, je sais pas si on prononce comme ça, qui dit Weiss, Araujo ne progresse toujours pas dans ses passes. C'est vrai que Ronald, il est sorti à la mi-temps et je pense que c'est pas vraiment un hasard. Je pense qu'il y a eu déjà la rentrée de Jong qui a changé le visage du match quand même. Il manquait un peu de mouvement, ça manquait un peu de quelque chose au milieu. Garcia, il est bon, il va t'apporter de certaines qualités, on va dire, dans le jeu. Maintenant, c'est pas non plus De Jong. Forcément, De Jong, c'est un joueur qui bouge beaucoup sur le terrain, qui se déplace énormément. On sait que la relation De Jong-Pedri, ça marche beaucoup, que Pedri n'a pas besoin de redescendre aussi bas pour faire le jeu quand il y a De Jong. Ça aussi, c'est une chose, même si Pedri et De Jong sont souvent très proches et assez bas tous les deux, ils sont à la construction, mais il n'est pas constamment obligé de rester trop bas, Pedri. Que s'il y a Garcia ou des mecs un peu comme ça, évidemment, ça va être plus compliqué pour eux de construire le jeu. Puis voilà, même si Garcia s'en sort plutôt bien à ce poste, mais c'est juste que voilà, évidemment, c'est pas De Jong, quoi. Et puis, pour revenir à Ronald, c'est vrai que dans le jeu de passe, c'était compliqué hier. Beaucoup de pertes de balles, des fois, il dégageait le ballon alors que pouvait poser le jeu, tu vois. Genre, tu récupères, tu fais une passe en retrait, peut-être pour le gardien ou pour un joueur, tes coéquipiers qui est libre, et tu poses le jeu, tu reconstruis. Et à un moment donné, j'ai cette image là en tête où il dégage le ballon n'importe comment et il y a je sais plus, peut-être Inigo qui lui dit calma, tu vois, pourquoi tu dégages? Donc voilà, il n'y a pas cette sérénité au balle au pied pour Ronald et quand tu vois qu'il n'a pas cette sérénité face à Leganés, ça me dérange un petit peu, disons, mais bon voilà. Ensuite on a Imad qui dit l'équipe est vraiment à bout physiquement et Pedri est l'exemple. Il a du mal dans les derniers matchs, ça reste Pedri, c'est un génie mais pas comme d'habitude. Ouais, c'est oui, de toute façon c'est logique, hein. L'équipe elle est à bout physiquement. Il y a aussi Lamine qui a été peut-être un petit peu moins percutant que d'habitude, même si là il a percuté, mais peut-être moins tranchant, moins, je sais pas, mais après c'est logique, les gars. Les matchs ils s'enchaînent, les joueurs ils jouent beaucoup, des mecs comme Pedri, Lamine, Koundé aussi qui jouent beaucoup, qui sortent très peu. Bah voilà, au bout d'un moment physiquement t'as plus la fraîcheur du début de saison et voilà, mais du moment qu'ils sont vraiment là dans les moments importants, dans les matchs importants, évidemment que hier le match contre Leganés il est très important. Franchement c'est un des matchs les plus enfin je vais pas abuser non plus, mais dans le résultat c'est vraiment un résultat précieux, quoi, parce que c'est le genre de match là où tu perds facilement des points parce qu'il est mal placé le match, et entre deux matchs de Ligue des Champions, les joueurs sont fatigués, c'est une petite équipe en face qui refuse de jouer au foot, toi t'as pas envie de
vraiment de déployer toutes tes forces dans ce match-là, tu vois. Donc c'est typiquement le genre de match où tu peux perdre des points. Donc c'est vraiment un résultat très, très positif en soi, même si le match était dégueu. Hein. Mais c'était très important de gagner ce match-là, sachant que là, le Real, ça se trouve, ils vont perdre des points contre Alaves. C'est une équipe un peu dégueulasse aussi, hein, sans vouloir là, manquer de respect, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ensuite, il y a Dark qui dit: je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse tourner contre Mallorca, il me semble, après Dortmund, comme contre Sasuna au début d'année. Bah alors, contre Sasuna au début d'année, on a fait tourner, on a perdu le match, hein, mais pour rappel. Sinon, ce sera très dur de faire le triplé vu l'état des joueurs et le nombre de matchs, il reste toujours de plus en plus important. Ouais, c'est vrai, il faudra bien gérer les joueurs. Il va y avoir un problème avec Baldé qui est blessé. Je sais pas comment on va gérer ça. Est-ce qu'on va trouver une autre solution aussi? Enfin, il faut un remplaçant parce que imaginons que Baldé soit absent 2 semaines au moins, 2-3 semaines. Il va louper déjà le Classico final de Coupe d'Espagne, ce qui est quand même un sacré match, une sacrée perte. Donc, comment faire? On a Gérard Martin, le GOAT évidemment, mais Gérard Martin c'est quand même assez limité au bout d'un moment. Et puis quand t'as des joueurs, déjà rien que contre Dortmund là, ça va être en axe, hein. Parce que en face, ça court très vite. Les Ditens, les Adeyemi, les mecs comme ça va à 2000 sur les ailes. Et un mec comme Baldé, ça va. Un mec comme Gérard Martin, il va peut-être avoir un peu de mal. Donc ça va être difficile de gérer les joueurs. Il va falloir que ça soit bien géré. Et surtout, il faudrait qu'il n'y ait pas trop d'autres pertes de joueurs. Faut pas qu'on en perde d'autres sur blessure parce qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué. Très compliqué, évidemment. Tu peux passer à côté de certains trophées parce que tu perds des joueurs importants. C'est logique. On voit, t'as des équipes qui fonctionnent moins bien avec certains joueurs clés. On a vu le Barça qui a eu une période un peu moins bien aussi quand Lamine il était à moitié blessé. Donc j'imaginais, tu perds Lamine et Pedri par exemple, je pense que la saison elle peut quasiment être morte. Hein. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est comme ça, c'est le football. T'as des joueurs qui sont très importants dans leurs équipes et c'est logique que sans les joueurs ça tourne moins bien. Donc pour le staff il va falloir bien gérer. Ouais. Ensuite on a Sohail qui dit: notre Liga c'est peut-être jouer sur le tacle d'Inigo Martinez. Ah, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, c'est que ça se trouve tu peux peut-être gagner un match sur un seul tacle, un seul geste. Un seul retour défensif monstrueux. Bon après, ouais, je sais pas. Dit comme ça, ça serait une histoire, un petit scénario. Ouais, c'est marrant et tout, mais peut-être pas. Peut-être que si ça se joue à plusieurs points d'écart, voilà. Mais c'est vrai que si le championnat il est serré en termes de points, quand tu fais les comptes à la fin de la saison, tu te dis bah peut-être que ce tacle-là, précis, il est décisif dans la course au titre. Vraiment, c'est peut-être lui, ouais, qui nous donne le titre. Tu vois, mais bon, c'est mérité aussi pour Inigo d'avoir cette reconnaissance. Il a été un petit peu pas mal critiqué la saison dernière quand il est arrivé. Déjà, même avant qu'il joue, hein, il y a des joueurs comme ça qui, dès qu'ils arrivent, ils sont critiqués avant même de montrer Stival. Puis après, il revenait d'une longue blessure la saison dernière. Donc quand il est revenu, il n'était pas forcément, peut-être pas à 100%, peut-être pas le temps de s'intégrer, j'en sais rien. Tu vois, il y avait aussi cette pression. Il a joué toute sa vie dans sa région, au Pays Basque, Sociedad et Bilbao. Il a fait la plus grande partie de sa carrière à Bilbao. Et puis voilà, il est parti de là, il arrive à Barcelone. Bon, dans un contexte pas facile. Donc il y a tout ça qui compte un petit peu aussi. Donc la saison dernière, c'est vrai qu'il n'était pas exceptionnel, mais cette saison, il est monumental. Vraiment, il fait partie de... Je sais pas si on peut dire que c'est le meilleur défenseur du Barça cette saison. C'est vrai que Koubarsi, pour moi, il est excellent, il est très très fort. J'adore Koubarsi, franchement. Donc est-ce que je suis objectif avec Koubarsi? Je ne sais pas, peut-être pas. Et est-ce que j'ai envie de l'être? Peut-être pas non plus. Mais Koubarsi, je le trouve monumental. Mais c'est vrai qu'Inigo, la saison, on peut se poser la question de savoir si c'est pas Inigo le meilleur défenseur du Barça cette saison et le meilleur défenseur tout court en fait. Franchement, il est monumental. Cette saison, il est monstrueux. J'ai pas d'autres mots pour décrire Inigo. Son leadership, son caractère, il a marqué des buts aussi, certains buts, pas beaucoup, mais il en a marqué quelques-uns qui étaient assez importants. Ses retours défensifs, c'est son jeu de passe. Il a été très sous-coté, très sous-coté. Il y en a plein qui ont dit qu'Inigo il allait bouger du 11 parce que quand Ronald il allait revenir, Inigo il est sur un nuage, là. Il marche sur l'eau. C'est trop. Ensuite, on a Axel qui dit match compliqué. J'ai l'impression que le Barça a plus de mal quoi dans les petits matchs. En vrai, c'est le cas. C'est le cas parce que pour les raisons que j'ai dit au début, c'est que les petits matchs, t'as tendance à sous-estimer un peu l'équipe, à te dire que tu vas pouvoir gérer tes efforts et garder tes forces pour justement les grosses affiches. Il y a une question de motivation aussi, question de terrain aussi un peu dégueulasse. Tu sais, tu te déplaces, tu vas sur un petit terrain, la pelouse elle est un peu dégueulasse, l'équipe en face elle joue pas trop, elle perd du temps. Tu sais, t'es pas dans des bonnes conditions pour performer, on va dire. Si c'est un match de Ligue des Champions dans un beau stade et tout, il y a une belle ambiance, il y a la musique de Ligue des Champions qui résonne dans le stade, ça transcende les joueurs, on le sait, ils ont envie de faire le match de leur vie. Là, un match comme ça, un samedi soir contre les Leganés, ils ont pas envie de faire le match de leur vie en soi. Donc déjà, ça compte, même si c'est pas bien de choisir ces matchs et tout ça, les joueurs ils le font peut-être un petit peu inconsciemment.
tu choisis un petit peu tes matchs. Tu peux pas avoir une aussi grosse différence entre des matchs contre ce genre d'équipe, des petites équipes comme ça, et des matchs de Ligue des Champions, ou regardez contre le Bayern, contre le Real Madrid, où on les a complètement éclatés, où le Barça, tu sentais qu'ils étaient injouables, et après tu joues contre les Leganés, c'était tranquille. Côté le Barça, ils jouaient tranquille, même si à la fatigue, tu rentres en compte tout ça, ils ont pas tout donné, on peut pas dire ça, je pense pas. Et après, comme je l'ai dit, le principal c'est d'avoir gagné le match. Ensuite, on a DBLD Charles. J'ai réussi à le dire sans... C'est incroyable. Hello Café, salut frérot, comment faire sans Baldé? Eh ben, ouais. Je sais pas, hein, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, je sais pas si je... Mais bon, il y a Gérard Martin, évidemment, le GOAT qui peut le remplacer, qui va le remplacer probablement. Maintenant, qui est le remplaçant de Gérard Martin? Est-ce qu'on fait monter un jeune? Est-ce que se servir de ce qu'on a comme joueur, par exemple? Est-ce que Ronald Araujo peut jouer latéral gauche? Il a joué déjà latéral droit et il a déjà même joué latéral gauche. C'est arrivé très rarement, peut-être une ou deux fois, il y a très longtemps. Peut-être même sous Koeman, je suis pas sûr. Mais c'est arrivé, il me semble. Soit sous Koeman, soit sous Xabi au début, quand il y a eu quelques absents, mais c'est déjà arrivé. Alors, est-ce qu'il y a un dépannage comme ça, sachant que Ronald, il est pas trop à l'aise déjà avec son pied droit. Alors, s'il est latéral gauche, je sais pas ce que ça pourrait donner, mais je sais pas trop. C'est vrai que dans les grands matchs, regardez la finale de Coupe du Roi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met Gérard Martin titulaire? Ou est-ce qu'on tente quelque chose d'autre? Après, voilà, ça serait... C'est dur pour Gérard Martin, mais d'un côté, Gérard Martin, il n'a pas l'habitude d'enchaîner les matchs en Division 1, tu vois. Il a enchaîné les matchs avec la B la saison dernière. Il a fait une saison assez régulière où il était assez solide. Je dirais pas que c'était un pilier de l'équipe, mais c'était un joueur solide sur qui tu peux compter toute la saison. J'en avais déjà parlé en début de saison. Et Gérard Martin faisait partie des joueurs les plus solides, on va dire, de la B la saison dernière. Tu pouvais vraiment compter sur lui. Défensivement, il était là. Il faisait le taf très souvent. Maintenant, est-ce que ça suffit ? Et est-ce qu'il va pouvoir lui enchaîner plus haute intensité? Parce que les matchs de 3ème division, c'est pas des matchs de première division. Donc est-ce qu'il va pouvoir enchaîner vraiment comme ça tous les 3 jours aussi sans jamais souffler? Je pense pas. Maintenant, qui faire monter à la place de... Enfin, pour remplacer Gérard Martin, enfin dans la rotation disons. Il y a un petit jeune qui fait parler de lui en ce moment, qui s'appelle Geoffrey Torrens. Il a commencé à jouer avec la B là. Il a à peine commencé à jouer avec la B. Donc ça serait peut-être un peu tôt pour le faire monter. Il y a le choix aussi Hector Fort de pouvoir. On peut le faire jouer à gauche. Il a montré la saison dernière. Mais Hector Fort en ce moment il joue pas beaucoup. Donc à voir ce que veut faire Flick. Mais bon, on a un petit peu le choix. Disons qu'il peut mettre Gérard Martin titulaire, Hector Fort en tant que remplaçant ou des fois pour faire souffler, puisqu'il joue pas à droite et Koundé indéboulonnable. Donc autant le faire jouer à gauche, Hector Fort. Ou alors Geoffrey Torrens qui a un gros potentiel. Dans les prochaines années, Geoffrey Torrens, attention à lui, je pense. Ensuite, il y a Aliou Tiano qui dit, s'il te plaît, appelle Hansi et dis-lui de ne pas faire jouer en gros Ter Stegen. Pour le moment, on n'a pas besoin de lui. Ouais, Hansi, guten Tag. Ouais, c'est pour te dire, il y a Luciano qui me dit de te dire de pas faire jouer Ter Stegen, s'il te plaît. Pourquoi? Bah en fait, il a pas envie de flinguer la saison, enfin il a envie que... Ouais. Bah ouais, on a vu Chesney hier faire une parade encore décisive. C'est vrai qu'on n'a toujours pas perdu de match avec Chesney dans les cages. Le seul match de Ligue des Champions qu'on a perdu, c'est Ter Stegen qui était dans les cages contre Monaco. Donc je pense que c'est assez logique. On fait comme ça? Allez, bonne journée. Bisous. Ensuite, il y a Babsny qui dit De Jong, ça devient très sérieux, très complet. Oui, très sérieux, très complet. Et surtout, ce qui me fait plaisir avec De Jong, comment dire ça gentiment et joliment, c'est qu'enfin, il les pose. Il commence à les poser sur le terrain et ça fait plaisir. Parce que De Jong, pour moi, c'est un très bon joueur qui a beaucoup de talent, qui est assez complet. Même s'il a quelques lacunes de base, évidemment, comme tout joueur, il y a des compétences qu'il a moins que d'autres. Enfin, défensivement, évidemment, dans l'agressivité, De Jong, c'est pas... Et là, c'est mieux. Cette saison, franchement, en termes d'agressivité et niveau défensif, dans le pressing et tout ça, il y va beaucoup plus qu'avant. Et ça fait plaisir. Mais en plus de ça, hier, on a vu un De Jong qui commence à avoir des cojones, tu vois. Ça fait plaisir parce que pour moi, De Jong, il n'en avait pas, hein, concrètement. Après, ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, mais c'est un joueur trop lisse, trop gentil sur le terrain. Il est, tu sais, t'as l'impression qu'il a pas forcément de gros caractère. Donc c'était un peu, ouais, c'était par moments ça pouvait être un petit peu dérangeant, on va dire. Dans certains matchs, t'as envie que le gars il se réveille un peu, qu'il soit aussi, vu qu'il est un des capitaines, qu'il l'ouvre un petit peu plus quand même. Mais il était trop lisse, tu vois, en fait. Et là, hier, on a vu un De Jong un peu nouveau aussi, qui est allé chercher Mounir, là, qui a envie de le démarrer un petit peu. Et ça fait plaisir, même si c'est pas des comportements exemplaires, machin. Bon, il a rien fait de spécial non plus, on va pas abuser. Mais de voir un De Jong avec un peu plus de caractère, un peu plus de cojones, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Parce que il lui manquait un peu ce côté-là, je trouve. Mais il a dû voir un petit peu Inigo Martinez...
Avoir ce gros caractère sur le terrain et il s'en inspire, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ensuite, on a Khalid Oufal qui dit « Je me demande en quoi Ronald Araujo est-il utile dans cette équipe de Flick ?» La question mérite d'être posée. Moi, j'ai pas envie d'être méchant avec Ronald. C'est un joueur qui a des qualités. Ça, il y a pas de doute. C'est un joueur qui a un physique hors du commun, on va dire, voilà, tout ça. Donc il a des qualités par rapport à son physique, c'est sûr. Maintenant, en général, être défenseur au Barça, c'est pas juste être bon défensivement, il faut être un petit peu plus complet que ça, relance, QI football, tout ça. Et c'est vrai que Ronald, il peut être un petit peu limité dans certains domaines. J'en avais parlé avant le retour de Ronald, et c'est vrai qu'on m'est tombé dessus un petit peu. On m'avait dit, ouais, n'importe quoi, t'as même pas encore vu Ronald sous Flick, et tu le critiques, et tu dis, je sais pas quoi, mais t'en sais rien. Bon. Oui, c'est vrai, mais on peut quand même avoir un avis, non? Du coup, j'avais exprimé mon avis et j'avais dit que, vu comment joue cette défense-là, ces défenseurs sous Flick, eh ben je pensais que Ronald aurait un peu de mal à s'adapter. Maintenant, j'avais toujours ce doute-là et je me suis dit, on verra, peut-être que Ronald va réussir à s'adapter, va s'améliorer dans certains domaines et va pouvoir être bon, être utile à cette équipe. Et je pense qu'il peut avoir une certaine utilité, Ronald. Je suis pas en train de dire qu'il sert à rien et qu'il faut le dégager, c'est pas ça que je dis. Mais oui, il y en a qui me posent la question aussi, est-ce que Garcia est passé devant Ronald dans la hiérarchie? Je sais pas, parce que évidemment Ronald il est capitaine et puis il a cette puissance là qui fait que c'est le seul de l'équipe à être aussi puissant, tu vois, défensivement, voilà. Donc il a son importance et puis il va donner sa vie sur certains tacles et tout. On l'a vu contre Dortmund, c'était pas mal son entrée. Mais c'est vrai que les équipes de Flick généralement, les défenseurs savaient relancer, que ce soit au Bayern ou maintenant au Barça. C'est pas pour rien que ces titulaires c'est Cubarsí et Inigo Martinez, et les profils de Cubarsí et Inigo Martinez n'ont rien à voir avec le profil de Ronald. Ronald c'est un défenseur qui va être utile quand il va falloir poser. Peut-être si tu joues en bloc bas, on l'a vu, Ronald il a sorti des gros matchs quand le Barça était à 10 et qu'il fallait vraiment pas poser un bus, mais quasiment, tu vois, contre Benfica, où il fallait défendre vraiment, tu vois, rester en défense, donner sa vie, être une sorte de mur, tu vois, où il va y avoir des tirs, tu vas y aller, tu vas contrer, tu vas te jeter, tu vas te sacrifier. Donc Ronald c'est plus un défenseur comme ça. De sacrifice, on va dire ça comme ça, mais voilà, et des défenseurs qui vont faire peut-être des retours défensifs parce qu'il a cette puissance, cette vitesse aussi, il peut revenir un petit peu de nulle part et sortir un bon tacle, même si bon, pas tout le temps évidemment, mais il peut. C'est plus un défenseur comme ça qui va réussir plutôt qu'un défenseur qui va justement réussir à s'aligner, à défendre très haut, défendre en avançant, voilà. Et puis savoir relancer, faire le jeu depuis la défense, parce que on a besoin des fois quand on a une équipe qui en face qui joue pas, qui joue bloc bas, qui pose un bus, eh ben on voit le Barça qui joue très hoch et on voit que les défenseurs ils sont quasiment au niveau du milieu de terrain. Enfin c'est même pas quasiment, c'est que les défenseurs sont comme si c'était des milieux de terrain. Et c'est pas pour rien que Flick avait replacé contre Benfica quand on fait une remontada de l'espace là. Flick il replace, on passe à 3 derrière et il repasse Ronald en défenseur central, axe, DC axe dans une défense à 3, donc le joueur le plus reculé. Et on avait les deux défenseurs de côté, alors à gauche je sais pas si c'était Inigo ou Cubarsí, je m'en souviens plus, et il avait mis Garcia, défenseur central droit, dans la défense à 3 donc. Et donc Garcia c'était le joueur le plus haut, avec l'autre aussi, et on a vu certaines actions qui ont été débloquées parce que Garcia, il faisait des passes qui cassaient des lignes. C'était comme un milieu de terrain, tu vois. Milieu de terrain / défenseur. Et on avait besoin de ce profil-là. Et Ronald, dans ces situations-là, il n'est pas capable de faire des différences. C'est comme ça. Moi, je n'attends pas de lui qu'il le fasse parce qu'il ne sait pas le faire. Ce n'est pas un défenseur de ce profil-là. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que Flick considère que ces défenseurs doivent savoir absolument casser des lignes, relancer, avoir un QI football, une vision de jeu, comme si c'était presque des milieux de terrain? Est-ce que dans ce cas-là, Ronald est utile à l'équipe? Pas tant que ça. Ensuite, on a CAD qui dit incompréhensible de ne pas avoir fait tourner plus, non. Maintenant, Baldé blessé. Incompréhensible, pas forcément, parce que peut-être que Flick considérait qu'il allait faire un peu plus tourner, peut-être contre Dortmund. Peut-être qu'il s'est dit, voilà, même s'il il a déclaré que là-bas ça serait différent, qu'il connaît Dortmund, il connaît le football allemand, il sait que le match retour il peut se passer plein de choses. On n'est pas déjà qualifié, quoi, c'est ça qu'il a dit. Puis ce serait une erreur de penser qu'on est déjà qualifié et tranquille, tu vois, tu vas jouer un match pour le jouer et pour le gagner. Mais c'est un peu pareil là avec les Leganés. On peut considérer que c'était un match très difficile et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, c'était un match difficile. Donc peut-être qu'il s'est dit on va mettre quand même l'équipe quasiment type
pour justement aller chercher la victoire, tu vois. Maintenant, c'est vrai que moi, je considérais que Gérard Martin, je l'avais dit dans l'avant-match, je considérais qu'il aurait pu être titulaire facilement parce que en face, les Leganés, c'est pas des foudres de guerre, c'est pas une équipe qui est très dangereuse offensivement, même s'ils nous ont posé quelques soucis quand même. Mais Gérard Martin aurait pu faire le taf défensivement. Il n'y avait pas besoin de Baldé vraiment pour. T'as plus besoin d'un Baldé par exemple contre une équipe comme Dortmund, comme je dis, parce qu'en face, ça va très vite et tout ça sur les ailes. Là, les Leganés, c'était pas forcément le cas. Donc oui, on peut regretter. Maintenant, on peut pas lire l'avenir, les gars. Si Flick il avait lu dans sa boule de cristal que Baldé allait se blesser, je pense qu'il l'aurait pas mis, tu vois. Mais c'est comme ça, tu peux jamais vraiment prévoir. Tu fais jouer tes joueurs. Il a considéré que ça allait être un match difficile à aller gagner. Et il avait raison, puisqu'on l'a vu hier, c'était très difficile. Et il a voulu mettre peut-être la meilleure équipe possible, en faisant tourner peut-être 2 joueurs, tu vois. Frenchie et Koubarsi. C'est dur de faire des choix, les gars. Hein. Quand t'es coach, tu fais des choix et voilà, soit tu réussis et on va te dire que t'es un génie, soit tu échoues. Et on va te dire, ouais, mais il a fait n'importe quoi. Mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Surtout quand t'es coach comme ça, t'as beaucoup de joueurs à gérer. Voilà. Mais pour le moment, Flick, sur toute la saison, il a prouvé que ses choix à lui ont été les bons, quoi. Puisqu'il a eu raison presque à chaque fois, même dans ses changements tactiques, tout ça, à chaque fois il fait généralement les bons choix. Maintenant, c'est comme ça, c'est les joueurs qui se blessent, c'est pas nouveau, surtout voir ça. Ensuite il y a Giel qui dit « Salut Café, salut frérot, ne penses-tu pas que le pouvoir offensif du Barça repose trop sur les épaules de Yamal ?» Bah ça dépend, oui ça dépend, ça dépend. Oui, oui forcément il y a une partie il y a une grosse partie du travail qui est fait, qui repose sur les épaules de Lamine, en termes de provocation, balle au pied, même de créativité dans la passe. Mais après il y a pas que ça. Les buts qu'on met la plupart du temps, c'est pas juste Lamine qui va dribbler, qui va marquer ou qui va dribbler et faire une passe D. Il y a d'autres choses, même si ça compte énormément, parce que c'est un joueur, c'est un profil de joueur typiquement c'est le genre de joueur qui va faire des différences dans les matchs, constamment, qui va avoir cette créativité-là, que ça soit dans les dribbles ou dans la passe. Donc forcément, il va avoir une grosse part de responsabilité dans les attaques du Barça. Maintenant, dans le football, il n'y a pas que ça. La plus grande force, peut-être collectivement en tout cas, du Barça de Flick, c'est le mouvement des joueurs, c'est la liberté qu'ont les joueurs en attaque. On a des joueurs qui bougent beaucoup, qui font beaucoup d'appels, et on a des bons distributeurs aussi de ballons, que ça soit en défense avec Koubarsi ou Inigo Martinez, mais aussi au milieu avec même là De Jong, même si peut-être il distribue un peu moins qu'un Pedri par exemple, mais bon, De Jong est quand même capable de le faire. Pedri, voilà. Et Lamine du coup. Donc après on a des appels intéressants, des appels de Rafinha, les appels de soit Dani Olmo quand il joue ou même Fermin Lopez. Chaque joueur a son importance et apporte dans les attaques, tu vois. Donc évidemment quand on parle de provocation, balle au pied, évidemment que tu peux dire que toutes les attaques du Barça reposent sur Lamine dans ce domaine-là. Parce que Rafinha n'est pas un dribbleur, Lewandowski non plus, Baldé dans son couloir gauche, c'est pas forcément il va faire des différences en accélérant, en dribblant, tout ça. Il va plus remonter la balle que vraiment dribbler dans son couloir. Quand il est très haut, après Baldé, il fait plus beaucoup de différence. Comparé à Lamine, c'est le jour et la nuit. C'est logique. C'est logique. Après, comme je l'ai dit, c'est tout aussi important les dribbles de Lamine que les appels de Rafinha ou d'autres joueurs. Parce que c'est ça qui te libère les espaces pour tes coéquipiers, le jeu sans ballon. Donc il n'y a pas que les dribbles de Lamine, mais oui, il a une grosse part de responsabilité dans les attaques du Barça. Et s'il n'y a pas Lamine, le visage de ce Barça serait très différent. Tout comme s'il n'y avait pas Pedri au milieu, et s'il n'y avait pas Inigo ou Koubarsi en défense, tout ça, ça serait différent en fait. Mais chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que le collectif fonctionne vraiment bien. Ensuite, il y a Dev Seb Bennett qui dit « N'as-tu pas remarqué que le Barça est devenu une équipe qui sait défendre ? On s'est acclimaté au fait de souffrir, de subir ou bien garder nos cages inviolées. » Oui, comparé à la saison dernière, c'est sûr que oui. Après, le Barça, il n'y a pas si longtemps que ça, a fait une saison où on était la meilleure défense d'Europe. Donc en soi, il y a eu ce côté un peu défensif qui était déjà un peu acquis, on va dire. Pas forcément avec la même défense d'ailleurs, mais le Barça, disons, généralement, défensivement, c'est un petit peu remis assez bien, on va dire, il y a 2 saisons. Maintenant, la saison dernière était très mauvaise, et cette saison, le début de saison, en fait, ce qui manquait vraiment à ce Barça, c'est plutôt le côté offensif, le côté finition. Parce que défensivement, on était une équipe quand même, la plupart du temps, on maîtrise le ballon, le jeu, donc on subit peut-être un peu moins que certaines équipes, mais il y avait un bon pressing, tout ça. Mais surtout, ce qui manquait à ce Barça-là depuis quelques saisons, c'était l'efficacité de devant. Il y avait des attaquants qui se procuraient des occasions, mais qui finissaient pas. Ce qui faisait qu'on dominait les matchs, mais qu'on les gagnait pas de beaucoup, tu vois. Mais défensivement, on était quand même assez
solide. Maintenant, la saison dernière, oui, la saison dernière a été assez mauvaise pour plusieurs raisons, et donc oui, on encaissait pas mal. Cette saison, c'est beaucoup mieux, et on est encore plus fort défensivement que la saison dernière, parce que, mais différemment en fait. Parce qu'on arrive à très bien jouer le hors-jeu. Le nombre de buts qui ont été annulés contre nous parce qu'on était bien alignés très haut et qu'on a mis hors-jeu l'équipe adverse, c'est monumental. Et est-ce qu'on s'est amélioré défensivement par rapport au début de la saison? Clairement, oui, il y a eu une grosse différence. À partir depuis 2025, le Barça, c'est je crois, statistiquement, j'ai vu ça. Je pourrais pas vous le montrer là, vous l'afficher, la preuve, on va dire, mais j'ai vu passer ça la dernière fois. Et oui, apparemment, statistiquement, en 2025, le Barça est la meilleure défense d'Europe. Pas depuis le début de la saison, mais en 2025, c'est la meilleure défense d'Europe, je crois. Ça doit pas être loin avec le PSG, je pense. Parce que le PSG est très très solide aussi. Mais donc il y a eu une amélioration défensivement entre le début de la saison et la deuxième partie de saison. Ouais, il y a eu une amélioration aussi. Ouais. Dernière question, on va finir sur cette belle phrase de Touré Kunda qui dit « Salut café, salut frérot ». Bon, comme on dit en gros, l'expression, c'est l'attaque qui fait gagner les matchs, mais la défense qui fait gagner les titres. Et c'est exactement ça, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a gagné notre dernière Liga, en vrai. Quand on s'en souvient, comme je l'ai dit juste avant, d'ailleurs, on était la meilleure défense d'Europe à ce moment-là. Et si on a gagné ce titre de Liga, c'est qu'on avait une défense ultra solide. Et le match, ouais, le représente bien, parce qu'après, bon, c'est l'attaque qui fait gagner les matchs ou les buts contre son camp des équipes adverses. Mais oui, c'est ça, c'est l'attaque qui te fait gagner les matchs. Mais si t'as une équipe qui encaisse beaucoup trop, sauf si t'as évidemment une attaque où c'est n'importe quoi, un peu comme le Barça cette saison, ou à l'époque la MSN, si t'as ce genre d'attaquant là, tu peux avoir une défense peut-être éclatée. Ils marqueront tellement de buts devant que tu mettras toujours plus de buts que l'adversaire, on va dire. Mais généralement c'est ça. Tu peux pas aller chercher des titres si t'as une défense qui est pas solide. Et cette saison on a une défense très solide, avec un Inigo qui est peut-être à son prime de sa carrière. C'est une très belle histoire, hein. Inigo, il revient, on va dire, à son prime. Il a 33 ans. Il est en fin de carrière. Tu te dis, bon, il vient au Barça, mais on va voir s'il va être utile. Le mec est monstrueux. Et à côté de lui, il a un gamin de 17 ans qui est potentiellement le futur meilleur défenseur de l'histoire de l'Espagne, j'en sais rien. Bon, j'ai dit tout à l'heure que j'étais pas très objectif. Mais en vrai de vrai, Cubarsí potentiellement pourra devenir une légende du Barça et de l'Espagne. Il est monstrueux. Déjà à 17 ans, alors imaginez plus tard. Donc ouais, c'est beau. C'est beau, cette défense, on a une défense solide. Et évidemment, on n'oublie pas Koundé, on n'oublie pas Baldé, quoi. C'est comme vous savez, il y a 2 ans, c'était la BAC. Il y avait Baldé, Christensen, Araujo et Koundé latéral droit. Plus de Christensen, plus de Araujo dans l'histoire. Mais au final, Baldé et Koundé sont toujours là. Et s'ils sont là, il y a une raison aussi, il ne faut pas sous-estimer. On sous-estime beaucoup aussi souvent Baldé sur son côté défensif. Mais Baldé est très bon défensivement. Moi, ce qui me plaisait pas avec Baldé, c'était son côté offensif et surtout son côté dans la construction. Sa qualité de passe, sa vision de jeu, des fois toucher les milieux, d'essayer de faire jouer un peu faire circuler un peu plus le ballon. Il jouait trop en retrait, tu vois. Et puis ses centres, à chaque fois, ils étaient pas très bons. Mais défensivement, Baldé est très solide. Ça, on peut pas lui enlever. Il est assez solide défensivement. Puis bon, là, c'est dommage parce que Baldé il s'était amélioré de fou en plus. Il avait vraiment, là, depuis début de l'année, là, Baldé, il avait vraiment élevé son niveau. Il était très bon. Blessure, c'est un peu chiant. Et puis Koundé, très régulier toujours. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, je suis épuisé. On va s'arrêter là. On se retrouve demain pour l'avant-match Dortmund-Barça. Parce que oui, le Barça ne s'arrête jamais de jouer. Donc à demain, bonne fin de week-end à vous.